Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à Kubernetes, vidéo qui sera la première probablement d'une série de 2 vidéos. Le sujet étant assez large, je vais essayer de découper ça à peu près en deux vidéos, d'une demi-heure. Donc l'objectif est de passer un moment ensemble et de vous fournir en fait les bases pour comprendre ce que c'est que finalement, un environnement, ou la solution, Kubernetes. Alors pour commencer, on va prendre le terme Kubernetes. Donc Kubernetes, vient du grec, et signifie en fait le pilote d'un bateau, hein. On est, ici dans le vocabulaire, du transport et du monde maritime au même titre que, Docker, Helm et pas mal d'autres solutions qui vont tourner autour, des solutions cloud natives aujourd'hui, et de l'orchestration des containers. Parce qu'effectivement, Kubernetes est avant tout en fait une solution, d'orchestration, fait pour la production et fait pour orchestrer en priorité, depuis l'origine en tout cas, des containers. Alors on parlera de containers, Linux, majoritairement, mais également depuis, quelques années également, les containers, Windows. Je rappelle, très rapidement que le principe du container, le container est un format de packaging, d'application qui permet en gros, de virtualiser le kernel de l'OS sous-jacent et donc de concentrer, de mutualiser, plusieurs applications en gros, sur un même kernel. Et donc de densifier beaucoup plus, que ce qu'on a pu densifier, avec les machines virtuelles, depuis les années, début des années 2000. Donc c'est une solution qui est open source, on va en parler, tout à l'heure, qui est à l'origine fait par Google. Donc c'est un dérivé de leur projet interne. C'est basé sur leur expérience, les premières itérations de Kubernetes et le projet est devenu open source et ensuite a été, massivement utilisé, et donc, c'est l'idée vraiment, c'est de pouvoir déployer, de gérer à l'échelle en fait, des containers. C'est pas simplement juste instancier un container, mais aller un peu au-delà de tout ça. Voilà. C'est beaucoup d'actualité depuis quelques années, et il est bon de se replonger un petit peu dans le projet Kubernetes. Donc comme je l'ai dit, hein, issu, d'un développement, au sein, des équipes de Google, puis open sourcé et ensuite donc, open sourcé, en 2015, version 1.0, de Kubernetes. Et puis depuis, on a eu un engouement, qui a été de plus en plus large autour de cette solution. Et du coup, on a tout un écosystème aujourd'hui, qui existe, qui est massif. Et du coup, avec cet engouement également, on a un cycle de release open source qui est extrêmement, rapide. Et qui donc il est bon à connaître. Juste pour parler, de l'engouement, et un petit peu de l'attractivité du projet, Kubernetes, par rapport à l'industrie informatique. Si on prend aujourd'hui, les stats sur le GitHub, de Kubernetes, hein, donc, ce GitHub est donc c'est, github.com/kubernetes. On peut voir qu'il y a eu plus de 500 releases qui ont été effectuées. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire début 2022, on est à la 1.23.1 et donc on a beaucoup de participants et de contributeurs sur ce projet open source, hein, vu qu'aujourd'hui on dépasse les 3167 contributeurs. Heu, Au passage, ce contributeur-là est un peu spécial. C'est un des 3 fondateurs, du projet Kubernetes, donc un des 3 à l'origine, du projet. Il s'appelle Brandon Burns et c'est celui qui s'occupe, notamment, des parties, containers, chez Microsoft. Voilà. Hop, donc si on regarde un petit peu, les en termes de contributeurs, les compagnies, l'an dernier, combien elles ont mis, à disposition de personnes sur ce projet open source. Donc là, si on va chercher directement les données en fait de la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF qui est en gros une fondation, qui va gérer, tout un ensemble de projets open source autour du cloud native, donc Kubernetes. Et Kubernetes a été le premier projet qui était, considéré comme mature et gradué, là-dessus. Eh bien, on voit effectivement que sur la dernière année, en fait, en nombre de contributeurs, en nombre de personnes qui ont été investies sur le projet open source, Kubernetes, effectivement, on retrouve, Red Hat, qui est désormais sous le giron, d'IBM, mais qui utilise et dont le produit phare est OpenShift, qui utilise Kubernetes. Donc, on a 350 personnes, un peu plus de 350 personnes qui ont été, qui sont intervenues sur le projet Kubernetes. Bien entendu, des personnes de Google. Alors les indépendants, on ne va pas les compter parce que
c'est des indépendants, ils ne sont pas liés à des compagnies. Ensuite, VMware, donc ça c'est issu du rachat de Tenzo et de la stratégie du changement de stratégie de VMware là-dessus. Puis ensuite Microsoft, IBM, Amazon. Vous voyez, donc le nombre de personnes va varier en fonction effectivement des organisations. Ça donne également un peu une tendance sur l'implication des acteurs sur le projet Kubernetes, mais vous voyez ici qu'on retrouve globalement les grands du domaine IT, hein, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, et puis après des acteurs du monde Linux, Red Hat, SUSE, heu, IBM, voilà. Donc ça, c'est plutôt assez sain de se dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, et donc ça vaut le coup de passer du temps sur Kubernetes, parce que ça va être de plus en plus utilisé. Alors si on reprend les graphiques, là encore fournis par la CNCF, le nombre de personnes ne veut pas dire grand-chose, hein. Ce qui compte, c'est surtout c'est entre autres les commits, hein, donc les changements qui peuvent être faits, sur le repo, open source de Kubernetes. Donc là, les acteurs les plus, impliqués sont effectivement, Google, Microsoft, VMware, Red Hat, IBM. Donc on retrouve à peu près ça tout à l'heure. Le classement peut un peu changer effectivement. Le nombre de personnes ne faisant pas tout, et puis on peut regarder également les pull requests qui ont été faits, sur la dernière année, par exemple, donc les demandes de changement et de validation. Là encore, on va retrouver, enfin, les 3 ou 4 qu'on retrouve toujours, à savoir Google, VMware, Red Hat et Microsoft, avec, effectivement des nombres qui sont quand même assez élevés, puis après ça décroît assez rapidement, en fait, voilà. Donc, bonne nouvelle, c'est un projet qui vit bien, qui évolue en permanence, et c'est effectivement peut-être le problème ou la chose assez intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de releases du projet. Si on regarde les release history, du projet, Kubernetes, on voit effectivement que, ça bouge bien, la 1.23 est arrivée, donc en décembre 2021, donc il y a pas si longtemps, l'année dernière, mais on est en début 2022 à l'heure où je vous parle. Et puis ici, quand on regarde le cycle de vie, on s'aperçoit effectivement que c'est cadencé à peu près tous les 3 mois, et c'est effectivement ça, 1.20, 1.21, etc. Il y a un schedule, donc tout est public, hein, et tout est bien documenté, sur quand aura lieu, la prochaine release, quand c'est prévu, et cetera. Et donc là-dessus, c'est excessivement clair. Donc par exemple, le début de la release de la 1.24 va commencer la première semaine, de janvier, à savoir, le 10 janvier, hein. Et ensuite, vous avez tout le détail ici, de quand sont prévus les alphas, les bêtas, quand ce sera freezé, release candidate, et puis quand ça va sortir. Voilà. Le projet est excessivement bien cadencé, avec des équipes dédiées là-dessus. Et puis, bah, après, il faut savoir en termes de cadence, aujourd'hui, on était sur une cadence de une version tous les 3 mois. Donc ça faisait 4 montées de version par an. Ce rythme va changer, ça a été annoncé, il y a quelque temps déjà, donc il y a à peu près 6 mois. Et le changement qu'il va y avoir, c'est qu'on va passer d'un mode de release qui est de une release tous les 3 mois à une release tous les 4 mois, ce qui va donner un peu plus de souffle à ceux qui doivent maintenir en condition opérationnelle des clusters, et qui du coup doivent régulièrement faire des montées de version pour rester dans un mode de support. Donc pour suivre tout ça, il faut aller faire un tour du côté du changelog, parce que le changelog, c'est là où vous avez tout le détail de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive dans chacune des versions de Kubernetes. Donc là, la 1.23, comme je disais tout à l'heure, est arrivée mi-décembre 2021. Et si on regarde le changelog de 1.23, alors effectivement, on a le détail des binaires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait, donc qu'est-ce qui a été déprécié, qu'est-ce qui est arrêté dans la nouvelle version, qu'est-ce qui est modifié et qu'est-ce qui est ajouté. Donc là, vous avez à chaque fois tout le détail. Il y a beaucoup de documentation. Quand on rentre dans le monde Kubernetes, il faut s'attendre effectivement à devoir rester à jour et à suivre effectivement un petit peu l'actualité derrière. Donc les changements qui auront pu avoir lieu, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ce qui est retiré, les changements d'API, parce que tout est basé sur des API dans Kubernetes, avec il y a pas mal de choses. Et puis après, bah, les fonctionnalités qui vont évoluer. Donc les fonctionnalités dans Kubernetes ont en gros 3 stades: alpha, bêta ou stable GA. Et donc au fur et à mesure qu'on évolue dans les versions, bah, on a des fonctionnalités qui vont passer du mode de l'API alpha à l'API bêta à l'API stable. Là encore, ça peut faire des petits changements qu'il va falloir maintenir également dans son code. Donc il va y avoir un maintien par la communauté Kubernetes de 3 releases.
donc les 3 dernières, releases mineures, donc à savoir par exemple, aujourd'hui, on est, début, janvier 2022, c'est la 1.23 qui vient de sortir et donc il y a un maintien derrière de la 1.22, 1.21 et 1.20, voilà. Donc la fenêtre de support, l'idée c'est d'avoir une fenêtre de support de 1 an. Voilà. De par la communauté, ça ne veut pas dire que votre Kubernetes, qui a une version plus vieille d'1 an ne marchera pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus de support, il n'y aura plus d'évolution dessus. Donc ça veut dire que pour suivre le cycle de vie, il va falloir quand même, mettre à jour, de manière assez régulière, son environnement Kubernetes, sa plateforme, son cluster, pour rester dans quelque chose de supporté, parce qu'au-delà du projet en tant que tel et de la solution Kubernetes, il faut voir qu'il y a tout un écosystème qui va venir greffer des solutions dessus et que si cet écosystème essaie de se caler également à celui de Kubernetes. Voilà. Donc ça c'est très bien documenté, effectivement, et le support, effectivement, la fenêtre de tir de support est de 1 an, d'où les X versions à avoir. Donc, en termes, donc les versions 1.19 et ultérieures, 1 an de support, les 1.18 ou inférieurs, c'est 9 mois de support, et ça, de toute façon, on va les voir disparaître normalement dans l'année, parce qu'effectivement, on est à peu près à la fin. Voilà. Donc ça, c'est à peu près c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur le projet en tant que tel. Et puis ensuite, finalement, Kubernetes, comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est un orchestrateur qui va se matérialiser en fait sous la forme d'une solution qu'on va installer dans un cluster. Donc on va parler de cluster Kubernetes. Et un cluster Kubernetes, en fait, va être composé d'éléments traditionnels qu'on peut avoir dans une infrastructure, à savoir du compute, des nœuds, des serveurs ou des machines virtuelles, du réseau et du stockage. Donc on va les faire un tour du côté des constituants d'un serveur, d'un cluster Kubernetes, donc à savoir les nœuds. Il y a 2 types de nœuds qui existent. Il y a les nœuds de type master, donc on va dire que c'est le centre de pilotage du cluster, et les nœuds worker, on va dire que c'est là où vont être exécutés les workloads, les applications que vous souhaitez en gros faire tourner dans votre cluster Kubernetes. Donc Kubernetes, il faut le voir comme une plateforme matérialisée effectivement par ces 2 composants liés entre eux. Donc dans un master node, dans un nœud master, donc qui peut être là encore sous la forme d'une machine physique ou d'une machine virtuelle, on va avoir différents composants à connaître. Donc dans ce centre de pilotage, on va avoir déjà une base qui va contenir en gros la configuration du cluster ou de ce qui tourne dans le cluster. C'est une base clé-valeur qui est basée sur etcd. C'est une base etcd tout à fait classique, qui donc doit être répartie en plusieurs instances pour des raisons de fiabilité et de haute disponibilité. Donc premier composant, effectivement, la base où va être stocké l'ensemble de la configuration, base etcd. Ensuite, on a un autre composant qui s'appelle l'API Server, donc c'est le point d'entrée finalement de tout l'univers Kubernetes. Tout va passer par des API REST, et donc tout va passer par l'API Server qui est l'endroit qui va recevoir les ordres pour faire toutes les opérations de type CRUD, création, lecture, mise à jour et puis suppression. Ensuite, on va avoir 2 contrôleurs. Donc à l'origine, il n'y en avait qu'un seul, mais désormais, depuis la 22 ou 21, je ne sais plus, on est en train d'avoir vraiment la séparation de 2 contrôleurs. Le premier est le contrôleur manager qui, lui, en gros, va regarder la configuration qui est mise dans la base etcd, et puis en fonction de cette configuration, il va vérifier si l'état déclaré souhaité est bien celui qui est réellement appliqué sur le cluster. Donc par exemple, si dans la base etcd, il y a la déclaration de la configuration d'un pod qui tourne, on verra tout à l'heure ce que c'est qu'un pod, mais on va dire un container ou une application donnée, le contrôleur manager va vérifier effectivement que cette application tourne bien dans le cluster. Si elle ne tourne pas dans le cluster, et bien, dans ce cas-là, il va falloir corriger le tir et donc et faire les modifications pour que ce qui tourne dans le cluster soit ce qui est défini dans la configuration souhaitée dans la base etcd. Et dans ce cas-là, le contrôleur manager va passer la main au scheduler qui, lui, va choisir le meilleur endroit où déployer ou modifier la configuration souhaitée. Désormais, il y a eu une séparation. Donc le contrôleur manager, vraiment, c'est lui qui va réguler, c'est ça qui est important, qui va réguler l'état du système. On est vraiment sur une approche déclarative ici. Tout va être déclaré sous la forme en général de manifeste YAML.
et on va dire l'état souhaité qu'on veut avoir, et c'est le contrôleur manager. Donc une fois qu'on demande et qu'on applique une configuration, elle est stockée dans la base de TCD, et c'est au contrôleur d'aller vérifier effectivement que l'état en cours est bien l'état souhaité. Donc, on a un deuxième contrôleur manager maintenant qui existe, qui est le Cloud Controller Manager. On a de plus en plus d'implémentations de Kubernetes qui sont dans des fournisseurs de cloud publics ou privés, hein. Et donc, le contrôleur manager, en fait, va aider en fait, à la création de ressources cloud associées. Euh, et donc, ça va être un des composants, effectivement, du contrôle plane, hein, comme je suis en train d'en parler. Et c'est lui qui va faire, en gros, qui va faire les opérations liées à des composants cloud. Par exemple, si vous créez un load balancer dans Azure, un load balancer externe dans Kubernetes, ça va se matérialiser par un load balancer qui est l'objet Azure Load Balancer. Et donc, effectivement, c'est le Cloud Controller Manager qui ira en fait faire les API, les appels qui vont bien à la plateforme pour provisionner ou configurer l'élément qui est dans le fournisseur de cloud public. Donc voilà. Donc l'idée, c'était à l'origine, tout était dans un même contrôleur, mais le problème de tout avoir dans un même composant, c'est que du coup, ce composant devait évoluer également, prenait des améliorations liées aux fournisseurs de cloud, qui sont relativement nombreux et qui changent souvent leur système. Et du coup, on avait un cycle de vie qui est un peu embêtant. Donc désormais, on a découplé les deux choses. Il y a le Cloud Controller Manager qui est vraiment lié à la vitesse de changement des fournisseurs de cloud, et donc là, qui est lié aux composants purement cloud. Et le controller manager qui est vraiment lié à l'implémentation pure et dure de Kubernetes. Donc voilà, ça c'est la partie master. Ces masters en fait pourront prendre la forme, donc, comme je l'ai dit, hein, de machines physiques, barre métal, ou de machines virtuelles, voire ça peut prendre également la forme des fois de services managés chez des fournisseurs de cloud. Un exemple sur Azure, mais chez d'autres également, on a la même chose. C'est un peu une tendance du marché pour simplifier un petit peu la gestion de tous ces composants-là, de dire vous avez un service de cloud qui va vous les gérer. Et puis comme ça, vous n'aurez pas à gérer tous ces différents composants, ce sera fourni par le fournisseur de cloud. Deuxième type de nœud qu'on peut avoir dans un cluster Kubernetes, les worker nodes, qui sont alors appelés également les mignons parfois. Donc c'est là où on va avoir en fait les workloads qui vont être exécutés. Et globalement, sur un worker node, un composant super important dessus, déjà il faut un runtime pour exécuter du container, ça on s'en serait douté. Donc les runtimes qu'on peut avoir avec Kubernetes, qu'on voit, on a effectivement, on a vu historiquement Docker, hein, puis la déclinaison open source de Docker, donc le moteur Moby. On peut avoir du CRI-O, et la tendance est sur vraiment Containerd aujourd'hui, qui va devenir le runtime par défaut en fait de Kubernetes. Sachant que Containerd va faire tourner des images OCI, Open Container Initiative, qui sont ni plus ni moins que l'évolution naturelle et open sourcée du format Docker. Sur les worker nodes, vous allez avoir un composant assez important qui s'appelle le kubelet. Alors le kubelet, moi je l'explique toujours en disant que c'est le représentant légal des masters du côté des workers. Donc sur les masters ici, il va y avoir des ordres qui vont être définis. Alors parce que le contrôleur manager a vu qu'une config n'est pas bonne dans le cluster par rapport à ce qu'elle est déclaré dans la base de TCD, le scheduler doit choisir de faire des opérations de modification. Il va choisir sur quel nœud vont être faites ces modifications, et du coup, c'est le kubelet qui va être en charge d'appliquer localement sur le worker l'ensemble des ordres envoyés par le scheduler. Donc le kubelet est un composant assez important, donc c'est des process qui vont tourner sur la machine Linux ou Windows du côté de l'agent, du nœud. On appelle ça un node agent, voilà. Et c'est lui donc qui va effectivement gérer tout ça. Donc c'est un composant qui est assez important. Il sera important notamment quand on va faire du debugging, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être générées en termes de log par ce composant-là. Dernière chose, dernier composant important du côté des workers, c'est le kubeproxy qui en va être en gros en charge de la partie networking. Et donc il y a beaucoup de choses dans le networking de Kubernetes. Donc ce sont les trois composants les plus importants côté worker, le kubelet, le runtime et le kubeproxy. Donc là on a vu un petit peu les différents les nœuds
Kubernetes, donc les maîtres et les masters, et donc un cluster est constitué d'un ensemble de maîtres et d'un ensemble de workers. Généralement pour des raisons de fiabilité, hein, et de capacité à monter en charge, on va avoir des clusters avec plusieurs nœuds, master. Généralement, on est sur un nombre impair. Il y a une raison derrière, en termes d'élection, heu, pour les nombres impairs, voilà, tout simplement. Donc les masters, généralement, seront, dans des environnements de production au nombre de 3, de 5, voire un peu plus. Quand on est dans des environnements, qui sont, plutôt de dev and test, on peut avoir des clusters en mononode, il y a pas de problème. Et puis après, bah, le nombre de worker nodes, va simplement, dépendre, heu et ben, en fait, de la taille de vos applications et de la capacité dont ils ont besoin, tout simplement. Là encore, on va essayer d'avoir plusieurs worker nodes pour des raisons, là encore après de disponibilité, en se disant que, ben, un worker node, une VM ou une machine physique peut tomber, peut avoir une panne et effectivement, il faut que le cluster ne soit pas impacté, sur son ensemble parce qu'un seul nœud a eu un problème. Voilà. Donc on a vu la partie node. Maintenant, on va aller regarder le réseau qui est un gros morceau de Kubernetes. On va faire pas mal de choses, hein. Là encore, hein, je le répète souvent, Kubernetes, c'est avant tout une plateforme. Donc la combinatoire derrière et les différentes options sont assez larges. Et voilà. Donc, que doit-on voir au niveau du réseau? Globalement, il va falloir penser en trafic nord-sud, c'est-à-dire les trafics qui vont entrer dans le cluster ou à destination des applications dans le cluster, et le trafic également qui va être émis par le cluster, qui va sortir du cluster. Donc sur ce trafic nord-sud, on va parler alors de ingress pour les flux qui sont les flux entrants, et puis on va parler de egress pour les flux sortants. Donc le egress, généralement, il va être conditionné, il va être géré par des équipements réseau, souvent qui sont externes au cluster, des firewalls, des proxys d'entreprise, et cetera. Là encore, ça va dépendre en gros de votre routage IP et des options de filtrage que vous aurez mis derrière en fait le cluster. Pour la partie ingress, il y a des choses en fait, alors il y a plusieurs types de ingress, donc il faut savoir que c'est que le ingress en Kubernetes est principalement fait pour gérer en gros du load balancing, de la terminaison SSL et puis de la dispatching entre guillemets de flux réseau en fonction des noms virtuels. Donc là, globalement, on va parler de ingress plutôt pour des flux, on va dire, qui vont utiliser des enveloppes HTTP, HTTPS, en tout cas dans Kubernetes. Et du coup, les différents types de ingress qu'on va pouvoir avoir, on va en avoir 3, hein, les 3 plus classiques. Donc le premier, donc c'est effectivement de faire un ingress pour un simple service. Donc là, c'est le cas vraiment le plus simple. Et quand on regarde le détail ou le manifeste associé, vous voyez que c'est relativement simple à lire. En gros, on va envoyer sur un service, on verra prochainement ce que c'est qu'un service. Donc ça veut dire c'est un load balancer avec une IP. On va envoyer en fait l'ensemble des flux vont aller sur port 80 et donc tout ce qui va arriver sur ce ingress va être directement dispatché vers ce service dans Kubernetes sur ce port donné. Donc là vraiment c'est quelque chose de relativement basique. Ensuite on a dans les ingress tout ce qui est fan-out, le symbol fan-out. Donc là, c'est relativement basique là encore. L'idée, c'est que vous allez arriver sur votre ingress, donc dans votre cluster Kubernetes, qui aura une adresse IP, hein. Et ensuite, eh bien, en fonction des URL, eh bien, on va dispatcher vers un service ou vers un autre. Voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, tout ce qui serait envoyé et récupéré au niveau de cette adresse IP sur /foo, donc on a une seule adresse IP d'entrée, et après, ce sont les, les chemins dans l'URL qui vont dispatcher vers un service ou un autre. Donc là, on pourrait imaginer qu'on arrive sur la page d'accueil d'un site de e-commerce, et là, on aurait le /basket pour aller voir le panier d'achat, ou le /marketing pour aller voir les bannières, etc., etc. Et derrière tout ça, on a les pods, dont on reparlera tout à l'heure. Dernière option qu'on peut avoir sur le ingress, eh bien, c'est un dispatching qui va être fait directement par rapport au nom dans l'URL.
Et là, on va avoir quelque chose de relativement classique, hein. On arrive ici sur une adresse IP et puis en fonction en fait des host header name, eh bien on va renvoyer sur un service ou un autre. Donc on comprend tout de suite que le ingress en fait, c'est avant tout un reverse proxy en gros, qui peut être plus ou moins granulaire, sur lequel on peut travailler sur les host header name ou simplement sur les chemins, derrière. Ou de manière assez simple directement de renvoyer tout sur une même IP, ou un même service en interne dans Kubernetes. Du coup, pour faire du ingress dans Kubernetes, on va avoir une notion de contrôleur. Donc je vous ai parlé de notion de reverse proxy. Donc en gros, Kubernetes va pouvoir utiliser des solutions de reverse proxy classiques du marché de l'informatique. Solutions qui seront soit instanciées à l'intérieur du cluster Kubernetes, soit à l'extérieur du cluster. Mais dans tous les cas, il va falloir les piloter avec une logique Kubernetes. Et donc, on a effectivement dans Kubernetes un objet qui s'appelle le ingress, qui va permettre de définir comment en fait on va se connecter en cluster. Donc on l'a vu tout à l'heure. Donc si on regardait une ressource ingress, voilà, c'est un manifeste YAML et qui dit, bah, par exemple, là, j'ai une règle HTTP qui dit que pour aller, si j'ai /path, eh bien, je vais envoyer sur ce service-là. Voilà. Donc, là, pour l'instant ici, on est vraiment sur quelque chose qui est assez agnostique par rapport à la solution de reverse proxy utilisée d'ailleurs. C'est un peu le but d'ailleurs dans Kubernetes, c'est d'avoir en fait de découpler finalement les règles HTTP de la solution technique qui va l'implémenter derrière, donc de la solution de reverse proxy. Et donc entre les ingress et la solution de reverse proxy, on va avoir ce qu'on appelle des ingress controllers. Et les ingress controllers, en gros, vont piloter derrière, en gros, des solutions de reverse proxy. Donc vous avez la règle de ingress qui vous dit en gros comment vous voulez rediriger votre flux. Cette règle de ingress va être traitée par un ingress controller qui lui en gros va piloter une solution de reverse proxy, et on sait tous que les solutions ont des options de configuration qui peuvent être différentes, et des langages et des méthodes de configuration qui sont également différentes. D'où la notion de ingress controller qui va être en fait cette brique entre la règle de routage et la solution technique qui va l'implémenter. Donc il y a dans le projet Kubernetes, il y a trois on va dire ingress controllers qui ont été embarqués à l'intérieur du ingress du projet Kubernetes. Le premier, c'est simplement un ingress controller Nginx, donc vous l'aurez compris, va permettre de piloter simplement un reverse proxy de type Nginx, tout simplement. Donc ça va faire reverse proxy et load balancing de trafic, parce que les flux arrivent là-dessus et vont être dispatchés. On en a également lié en fait au load balancer d'AWS. Voilà, donc là il fait partie lui aussi du sous-projet Kubernetes. Et puis il y en a un également lié au load balancing du côté de chez Google. Et donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que on peut pas utiliser d'autres ingress controllers. En fait, il y en a plein, mais vraiment plein. La liste étant donc bien documentée sur le site de Kubernetes, et vous voyez que la liste est relativement importante, elle est assez longue, donc effectivement les premiers dont je vous ai parlé, et puis il y en a pas mal d'autres qui existent. Donc dans les autres qui existent, par exemple, si on pourrait dire ici qu'il manque Azure dans les principaux cloud providers, en fait côté Azure il y a également un ingress controller qui va permettre de piloter les solutions, par exemple de reverse proxy service d'Azure, à savoir Application Gateway. Donc là encore, comme je vous l'ai dit, la solution de reverse proxy peut être instanciée localement dans le cluster. Donc si on prend par exemple un Nginx, on peut tout à fait instancier un pod Nginx dans le cluster Kubernetes et l'utiliser, ou on peut par exemple avoir une solution qui est externe. Par exemple ici, App Gateway est une solution de reverse proxy as a service dans Azure, et elle va être pilotée via le AGIC, qui est le Application Gateway Ingress Controller. Donc en gros, ce pod là, ce composant qui va tourner dans le cluster Kubernetes va lire la configuration au travers de l'API du Kubernetes API, il va lire la configuration des règles de ingress et va transformer en gros ces règles Kubernetes en des règles Azure. Donc ça va passer par de l'Azure Resource Manager, et donc c'est cet Azure Resource Manager qui va en fait piloter derrière l'Application Gateway. Voilà. Donc vous avez compris le principe.
Les règles, sont des règles, les règles de trafic sont des règles de type ingress. Elles sont assez génériques. Elles vont utiliser après des ingress contrôleurs qui eux après, appelleront des solutions, spécifiques derrière. Donc là, je vous ai parlé, d'Azure, mais par exemple, un reverse proxy très connu également, heu, fait notamment par des Français qui s'appelle Trafic, a une super solution, de reverse proxy et donc elle peut être pilotée, là encore et utilisée dans Kubernetes au travers d'un ingress, contrôleur, spécifique. On peut avoir la même chose pour Kong et puis HAProxy, c'est pareil. HAProxy, c'est une solution, de reverse proxy, qui est notamment utilisée, dans OpenShift et là encore, elle peut être utilisée avec un ingress contrôleur dans Kubernetes. Donc le nombre d'options est assez large aujourd'hui, hein, et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était fait pour gérer les trafics entrants, le ingress. Pour les trafics entrants, je vous en ai parlé, hein, vous mettez les solutions, derrière que vous voulez en termes de proxy sortant d'entreprise ou, de firewall. Ensuite, plus intéressant, on va avoir les enfin plus intéressant, également intéressant, on va avoir, les trafics est-ouest, hein, donc à savoir les trafics de communication, inter-pod, donc ce qui va tourner au sein d'un cluster. Donc là, dans les technos qu'on va pouvoir utiliser pour gérer et filtrer, le trafic, entre des workloads qui vont tourner dans un cluster Kubernetes, la première option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les network policies, qui vont passer par des plugins. Et donc, on va avoir différents plugins qui existent. Là, j'en ai mis 2 par exemple. Calico est très connu, et donc, bon, on peut s'implémenter dans différentes solutions de cluster. Mais Calico, par exemple, est un plugin qui va vous permettre, en fait, d'aller, configurer effectivement les flux, entre vos pods. Donc ça, c'est les network policies, c'est massivement utilisé effectivement, dans Kubernetes et donc vous allez pouvoir, créer des règles de réseau en disant: «J'autorise tel pod ou tel service ou tel namespace à parler avec, tel pod, tel service, tel namespace» et cetera. On doit parler, également quand on parle de trafic est-ouest et désormais de service mesh. Donc le service mesh, il faut voir ça comme une couche supplémentaire, d'infrastructure réseau qui va se rajouter par-dessus, le réseau, de Kubernetes et qui va permettre notamment, de gérer de manière beaucoup plus fine le dispatch du trafic et le filtrage et là, on va monter dans les couches applicatives. Les network policy, restent du filtrage plutôt niveau 3-4 alors que les services mesh, eux, vont vraiment monter sur l'analyse HTTP de ce qui se passe à l'intérieur et de ce qu'on peut, faire ou pas faire. Et là, pour le coup, les services mesh peuvent également être utilisés, on a la notion de mesh gateway qui va pouvoir être utilisée au niveau du trafic nord-sud pour pouvoir, autoriser ou pas, des communications, vers ou depuis l'extérieur. Même chose d'ailleurs pour les network policy, on peut également gérer les règles, sortantes, des applicatifs du cluster, ou l'entrée, même si généralement, effectivement, on va plutôt passer par des ingress pour faire ça, on peut néanmoins le faire. Point super important dans le networking de Kubernetes, la notion de service. Donc un service dans Kubernetes, c'est ni plus ni moins en fait qu'une sorte de load balancer. Donc vous avez un ensemble, de pods, donc d'applicatifs qui vont tourner. Chaque pod a sa propre adresse IP et bien le service va être un load balancer qui va permettre en fait, d'avoir une IP elle qui ne va pas bouger parce que l'adresse IP d'un pod, elle va bouger en fonction du temps si le pod est supprimé ou recréé. Alors que le service va avoir, une fois qu'il sera créé, il va garder son adresse IP et va servir donc de load balancer. On va parler en général au service, c'est le service qui va dispatcher vers les IP des pods, derrière. Donc c'est massivement utilisé, il faut connaître le concept du service et donc derrière le service, en fait, on va associer généralement soit du node port, c'est-à-dire un port, un port réseau sur une IP, du nœud Kubernetes utilisé, soit utiliser derrière un load balancer qui peut être interne au cluster ou qui peut être externe et dans le cas d'un load balancer externe, on pourra faire appel par exemple à des load balancers, de fournisseurs de cloud tels que Azure, Amazon ou autres. Donc vous voyez qu'un service, en fait, il va se déclarer, là encore, c'est toujours du manifeste YAML, avec donc un sélecteur. Donc là, par exemple, ce service va prendre l'ensemble des composants des pods qui ont le tag myapp, et ensuite, eh ben, en fait, il va exposer le port 80. Donc le service exposera le port 80 et il ira en fait derrière envoyer les requêtes vers tous les pods qui ont le label
My Service et sur le port 93 76, voilà. Donc là, c'est un load balancer, et donc vous avez le détail derrière. Dernière chose sur la partie networking, et ça arrêtera et on finira notre première partie de cette brève introduction à Kubernetes. C'est tellement large que c'est difficile de faire une brève introduction en moins d'une demi-heure. C'est la partie DNS. Il va falloir bien entendu qu'il y ait une résolution qui se fasse au sein du cluster Kubernetes, c'est-à-dire que on ne travaille pas avec des IP, mais avec des noms pour les services ou pour les pods. Donc ça, pour le coup, ça a été prévu au sein de Kubernetes avec des mécanismes d'auto-discovery, hein. C'est un environnement sur lequel on va créer et supprimer beaucoup de ressources régulièrement. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'association nom IP va bouger également pas mal. Et donc ça, c'est prévu de base. On a derrière un service de résolution qui va permettre de faire ça de manière assez optimisée. Ça, c'est pour la résolution intra-cluster ou intra-Kubernetes. On va avoir besoin également de résolution de la part des pods à destination de services à l'extérieur. Là encore, il va falloir penser à ça. Ce sera généralement implémenté d'ailleurs sous la forme d'une solution qui s'appelle Core DNS, qui permettra effectivement aux pods, aux applicatifs qui tournent dans le cluster, de pouvoir résoudre des noms extérieurs au cluster. Et puis pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ont besoin d'accéder à des ressources dans le cluster, on va généralement faire des associations de noms dans des DNS. Alors si on est, on va dire DNS public pour ceux qui veulent résoudre et arriver à la fin sur leur cluster depuis l'internet. Et donc il va falloir effectivement à un moment dire quand on va créer des ressources côté Kubernetes, associer effectivement une résolution de nom à des zones DNS. Généralement, un composant qui est souvent utilisé pour ça sera le composant qu'on va voir dans la plupart des clusters. Ce sera un composant qui s'appelle External DNS. Et donc, External DNS va permettre en gros d'enregistrer, de faire des enregistrements de manière dynamique sur des solutions de résolution de résolveurs DNS pour des ressources qui tournent à l'intérieur du cluster. La bonne nouvelle, c'est qu'External DNS en fait va fonctionner avec donc des ingresses et va fonctionner avec plein de fournisseurs DNS. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Ça peut être Azure DNS, Google DNS, AWS ou d'autres fournisseurs. Là encore, la liste est complètement disponible. Et elle est disponible sur External DNS. Et vous voyez que la liste des résolveurs DNS est assez grande. On va retrouver les plus classiques. Donc là encore, l'idée, c'est d'automatiser également et de se dire qu'on va faire des choses automatiques et déployées dans Kubernetes, qu'automatiquement, effectivement, les enregistrements et les entrées DNS associées soient également gérés dans le process d'automatisation sur la plupart des plateformes connues, en tout cas en termes de DNS. Cette première vidéo donc se termine. C'était la première brève introduction à Kubernetes. Il va y avoir donc une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, je reviendrai et je vais parler de la partie outils d'administration du cluster, les objets, ça c'est très important, donc pour les applicatifs, la partie sécurité et puis les CRD. Et donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne la deuxième vidéo qui sera publiée juste après cette première vidéo. Merci et à bientôt.